Bonjour, vidéo T0010, T010B, Jobo, la série 2500. Alors, la série 2500 fait partie de la série actuelle, donc c'est la suite de la vidéo T010A. La série 2500 fait partie de la série actuelle, donc elle a les mêmes accessoires d'entraînement que la série 1500, les mêmes bouchons et ainsi de suite. Voilà. Qu'est-ce qui différencie la série 2500 de la série 1500? C'est le diamètre des spires. Voilà, le diamètre des cuves et le diamètre des spires. Entre guillemets, c'est la version professionnelle, alors que la série 1500 est la version, entre guillemets, amateur. Personnellement, je n'ai pas vu de différence de qualité sur le résultat obtenu entre une série 1500 et une série 2500. Donc là, on a une spire noire de la série 2500 et une spire blanche de la série 1500. Voilà. Donc on voit qu'il y a une certaine différence de diamètre. La série 2000 a un diamètre intermédiaire. Voilà. Pour moi, la série 4000, donc dans la série ancienne, la série 4000, c'est une série qui est plutôt faite pour les développements de papier et avait le même diamètre que la série 2000, mais je ne suis pas sûr. Et la série 3000 est une série à part qui a vraiment un gros diamètre et qui est fait pour utiliser d'autres diamètres de spire et surtout pour développer ou des plans films, des choses comme ça, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc la série 2500 utilise un autre diamètre de spire. Elle utilise les mêmes axes, elle utilise les mêmes bouchons en plastique, elles utilisent le même aimant d'entraînement, elles utilisent le même engrenage d'entraînement quand vous utilisez avec le lift. Voilà. L'engrenage sert pour ce qu'on appelle le lift, qui est un système de bras de levier sur les machines Jobo qui permet d'automatiser le développement. Parce que Jobo a des machines, a toute une variété de machines de développement pour utiliser ces cuves. Ça va des modèles très simples, genre CPE par exemple, CPE, CPE2, ainsi de suite, où là il y a juste un moteur qui tourne avec un chauffage au bain-marie, tout ce qui est le plus simple, et un entraînement par aimant, jusqu'à des modèles. Donc ça c'est, entre guillemets, la machine ne fait que tourner la cuve et maintenir l'eau du bain-marie chaude. Donc ça permet quand même de faire de la couleur, mais c'est vous qui gérez tout ce qui est enlever la cuve de la machine, vider la chimie, remettre la chimie du bain suivant, remettre la cuve dans la machine. Après, vous avez des machines un peu plus évoluées qui sont les CPP, avec éventuellement un module supplémentaire qui s'appelle le lift, qui là du coup on n'a plus à sortir la cuve de la machine pour verser la chimie, mais la cuve reste attachée et puis on a un levier, ça soulève la cuve, ça la vide, il y a tout un système de tuyauterie pour renvoyer la chimie je m'en suis jamais servi. J'en ai, mais je m'en suis jamais servi parce que j'ai trouvé que c'était une usine à gaz et puis surtout j'ai trouvé que le bras de levier était un peu douteux du point de vue de la résistance mécanique. Alors est-ce qu'on doit mettre le bidon vide sous la goulotte? Ça vide, après on remet à l'horizontale et puis il y a un entonnoir et on verse dedans. Donc ça, ce sont des machines manuelles, mais bon, déjà on ne manipule plus la cuve autrement qu'en jouant sur le bras de levier.
Ça, c'est avec le lift. Et puis après, il y a des machines carrément automatisées. Ça, c'est la série ATL. Alors, il y a ATL 1000, ATL 1500, ATL 2500, ATL 2, ATL 3, et ainsi de suite, suivant les générations, où là, tout est robotisé. Et donc, du coup, vous avez des pompes, vous avez des systèmes avec de l'air comprimé, avec des choses comme ça, pour pouvoir envoyer la chimie dans la cuve, la récupérer, et ainsi de suite. Voilà. Et sur ces machines-là, vous chargez votre cuve, vous mettez la chimie dans les bouteilles. Quand c'est à température, vous appuyez sur le bouton. Quand c'est à température, le cycle démarre. Ça vous fait le développement complet. Et au bout de 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, quand c'est fini, ça fait bip bip. Et puis vous venez récupérer vos films. Et en général, il n'y a plus que... alors du coup, ces machines-là, toutes automatisées, sont très intéressantes si vous voulez faire de la diapo avec une colorimétrie prévisible. Après, il n'y a plus que le bain de stabilisant, qui est un bain qu'en général on fait dans une cuve à part, parce que c'est un bain qui est très très salissant et très difficile à nettoyer après, donc qui est à base de formaldéhyde ou de choses comme ça. Bon, enfin, bref, c'est une horreur. Moi, je ne le fais pas, j'ai assez peu d'expérience là-dessus, et grosso modo, c'est quelque chose que j'envisage pas, parce que pour la couleur, je suis en numérique maintenant, et puis voilà, basta. Bon, on continue. La série 2500 va vous proposer différentes spires qui peuvent être intéressantes. Alors, on a les spires noires, on a des spires en plastique transparent. La différence entre une spire noire et une spire en plastique transparent, c'est que la spire en plastique transparent permet de faire dans les processus de développement E6 pour la diapo l'inversion, où là il faut sortir le film pour l'exposer une deuxième fois à la lumière, et donc c'est pour ça que les spires sont transparentes, pour laisser passer la lumière, de façon à cramer tout l'argent qui n'est pas développé, et faire l'inversion de l'image. Voilà. Alors ça, je me suis aperçu que j'ai oublié d'en parler dans les vidéos précédentes sur ce qu'est le procédé E6. C'est fait pour faire de la diapo. Bon, la manipulation est expliquée dans le kit de chimie que vous allez utiliser, parce qu'il y a des kits de chimie qui demandent l'inversion à la lumière, et il y a des kits de chimie qui le font chimiquement. Et donc, il ne nécessite pas d'ouvrir et de mettre à la lumière. Les spires, donc il y a entre une spire noire et une spire transparente pour faire du noir et blanc, ça n'a aucun intérêt. C'est si vous voulez faire de la diapo qu'il faut une spire transparente. Il y a une autre spire qui existe, qui est cette spire-là. Voilà. Et comme vous pouvez voir, si on les compare, alors ça ne va pas être évident, parce que voilà, si on les compare, là, la nouvelle spire que je vous montre, donc qui n'est pas la toute noire, elle est un peu bizarre, parce qu'on a l'impression que, ouais, on s'en est fait piquer 90%. Alors, et donc il faut faire attention quand on achète ces spires-là, parce que ces spires-là ne sont pas à chargement automatique. Ces spires sont à chargement automatique, c'est-à-dire qu'elles tournent comme une vulgaire spire Patterson. Hein. Le principe, à la différence des spires Patterson, et ça c'est valable aussi pour les spires 1500, j'en ai pas parlé, c'est qu'on n'a pas de billes comme les spires Patterson pour éviter que le film vienne en arrière, mais on a deux zones qui sont affinées là, où on met les doigts. Donc on a l'entrée du film qui se fait de ce côté-là, on a l'entrée du film qui se fait de ce côté-là. Alors je ne sais pas si on verrait mieux sur la transparente. Tac, 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 hop, hop, hop. Donc on a l'entrée de la non, c'est pas... On a l'entrée de la spire qui se fait là, voilà. Je ne sais pas si on va voir mieux. Je vais les mettre comme ça, superposés, et puis comme ça on sera tranquille. Voilà. Donc voilà. Il y en a une, on voit les reflets, et tout comme ça fait, mais c'est pas un coucou. Voilà. Donc on a l'entrée de la spire qui est là, et puis ça tourne de façon à faire avancer le film.
Et donc le principe, c'est on fait rentrer son film dedans, et là on peut toucher les bords du truc, et on fait ce mouvement-là. Alors, je viens vers moi, j'appuie, je lâche, je tourne, j'appuie, je lâche, je tourne, j'appuie, je lâche, je tourne, et ainsi de suite. Et ça va très bien. Alors ça va très bien et ça va mieux que l'Aspire Patterson. Pourquoi ça va mieux que l'Aspire Patterson? Parce que, bon, on peut pousser sur l'extérieur, en mettant les doigts en haut, mais il y a aussi une chose qu'on peut faire, c'est suivre au fur et à mesure l'évolution du film, en déplaçant les doigts vers l'intérieur, et toujours tirer le film. Vous voyez, toujours tirer le film. Voilà. Et donc du coup, j'ai jamais eu aucun souci de chargement avec les spires Jobo. Voilà. Que mes spires soient parfaitement propres ou avec des traces noires, comme vous avez vu sur les spires 1500, j'ai jamais eu aucun souci avec ce système-là. Voilà. Dès que ça, alors moi je pousse par l'extérieur, et puis dès que ça bloque, tac tac tac, je viens et puis je commence par tirer le film et ça rentre toujours. Voilà. Alors qu'avec les spires Patterson, avec les billes, on ne fait que pousser le film par l'arrière. Voilà. Et donc vous avez énormément de longueur de film. Donc quand vous avez bobiné, par exemple, en général ça commence à merder aux alentours, il vous reste 20 cm de film dehors, donc il y en a quand même 1 mètre 1,20 m qui est déjà dedans, et parce que vous faites que le pousser. Et donc si ça bloque au bout, il y a beaucoup de pertes en charge du fait du film qui est très long et qui est bobiné. Voilà. Alors qu'avec ça, bah, si on a ce problème-là, on vient vers le centre et on finit par tirer le bazar. Alors, je ne les ai pas montés sur celle-là, mais il y a la possibilité de mettre le clips rouge qu'on a vu sur les Spire 1500 sur la vidéo précédente, qui permet de mettre 2 films 120 bout à bout. Voilà, donc c'est égal, quoi, c'est pareil. Voilà. L'Aspire ne va pas jusqu'au centre du truc. Alors le but étant que, comme c'est fait pour développer par rotation, la différence d'agitation entre le début et la fin du film est plus faible. Est plus faible, la différence. Donc c'est quasiment les mêmes vitesses sur les Spire 2500, centre et bord. Alors qu'avec les Spire 1500, on pourrait avoir une différence de vitesse linéaire à cet endroit-là, de vitesse périphérique, différente, et cette différence serait plus importante sur les Spire 1500 que sur les Spire 2500. Personnellement, alors je vous ai expliqué que je n'utilisais pas les machines Jobo. Alors les machines Jobo font 3 tours dans un sens, puis 3 tours dans un autre, 3 tours dans un sens, puis 3 tours dans l'autre en permanence, donc il y a un système d'inversion du sens de la rotation. Et moi, j'utilise le rotocuve AL. Et le rotocuve AL, il tourne toujours dans le même sens. Et je mets mes spires dans la cuve de telle façon à ce que le film se comporte comme une vis d'Archimède. Et quand il passe, il écope. Il fait rentrer la chimie dans la spire. Voilà. Et donc, je tourne toujours dans le même sens. Et je n'ai jamais vu de différence de développement entre le début du film et la fin du film. Donc, entre le bord périphérique de la spire et le côté du film qui est plus proche de l'axe. Je ne vois pas de différence au niveau des images et je ne vois pas de différence sur les zones non exposées qui, elles, sont sensibles au développement chimique et à l'agitation. Voilà. Parce que... enfin bon, je ne vois pas de différence. Donc, bon, il y a des gens qui disent qu'il y a une différence, mais est-ce qu'ils ont constaté par eux-mêmes qu'il y avait une différence, ou est-ce que c'est simplement, ils ont lu la doc Jobo qui dit qu'il y a une différence? Moi, personnellement, je n'ai pas vu de différence, je ne vois pas de différence, des choses comme ça. Voilà. Ces spires-là n'ont pas le système de rotation différentielle, donc on ne peut pas les charger à la main. Pour les charger, il faut utiliser impérativement une machine pour les charger. Voilà. Donc, si vous achetez les spires sans la machine, les spires sont inutilisables. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, là, elle est réglée en format 120 parce que je l'ai dédiée au format 120. Alors, je m'aperçois que je l'ai dédiée au format 120, mais la spire, elle n'est pas au format 120. Donc, on peut modifier la taille de la spire entre format...
On peut modifier la taille de la spire en format 120 et en format 135. Voilà, mais bon, c'est quelque chose que je fais jamais parce que c'est quand même très frêle. Hein, voilà, tac. Et donc on a un truc pour injecter le film dedans. Voilà. Il y en a un pour le 135. Vous voyez, déjà, ça commence à devenir compliqué. Il y a deux choses. Et puis, ah bah je suis con, il y avait une spire dedans. Donc, on a un bouton. Alors, ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc, on a un bouton comme ça, on tire comme ça, voilà. Donc, on a un support. Donc, alors, je recommence. Je recommence. On a une quéquette ici, tac, tac. La quéquette permet de bloquer le support dans les rainures. Voilà, il y a des splendides rainures, voilà, il n'y a pas de souci. Donc il y a un côté transparent et un côté gris, mais bon, ça, faut m'expliquer comment est-ce qu'on voit ça dans le noir. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la spire a une ouverture particulière là. A une ouverture particulière là. Donc dans le noir, vous mettez le bazar et en fait il n'y a qu'une position où ça rentre. Voilà. Alors bon, comme dirait, il faut grande habitude. Hein. Et c'est pareil, quand vous allez mettre en face, hop, il faut retrouver la position. Alors là, c'est tactile parce qu'il y a les extrémités. Donc on enquille la spire dedans, on enquille la spire dedans. Donc déjà, c'est censé être du rechargement rapide, et on s'aperçoit que c'est peut-être pas aussi rapide que ça. Voilà, on remet, donc il faut vérifier que ça c'était en position ouverte, on le met en position fermée, et votre spire est fermée dedans. On a ces petits trucs rouges qui peuvent se tirer, ou pas. Alors, quand ils sont en position ouverte, en position écartée, ça permet de charger à partir du centre de la spire, et on va charger les films comme ça. Et donc du coup, on peut mettre deux films l'un derrière l'autre. Alors je ne voudrais pas dire de bêtises, on peut mettre deux films 120 bien sûr, mais je pense que l'on doit pouvoir mettre deux films 135. Vu le serrage des rayures et des rainures et des choses comme ça, on doit pouvoir mettre deux films 135 l'un derrière l'autre. À vérifier. Enfin bon. Et donc on charge un premier film éventuellement au centre, et puis éventuellement, quand on veut mettre un deuxième film, ou quand on ne veut en mettre qu'un, on referme les bazars. Donc ça vient ça vient bloquer le chargeur. Donc du coup, ça vient bloquer le chargeur dessus. On fait un coup de marche arrière pour être bien embuté. On glisse le film dedans. Il y a deux petits ressorts métalliques qui viennent bloquer le film. Donc il faut que le film soit coupé bien perpendiculairement. Et puis on y va gentiment. Et on y va. Donc on est dans cette position-là, on a le film. Et après on tourne gentiment, clac, 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 clac. Et ça suit le truc et ça met le film en spire. Et on arrive au bout du film et on est content et on a mis tout son film en spire. Alors je l'ai utilisé, jusqu'au jour où, trop confiant, j'ai tourné un peu trop vite et puis ça m'a foutu le film en vrac. Après ça, on réécarte les deux trucs de façon à déverrouiller le film des pièces rouges. On soulève la quéquette de verrouillage, on sort le truc. Alors, soit la spire vient sur l'élément qu'on a enlevé, soit elle reste comme ici sur le bazar. Et puis après, on essaye de récupérer sa spire. Voilà. Donc, vous voyez, et puis on met ça après dans la cuve.
Donc du coup, bon, bah, c'est pas un système que j'ai totalement abandonné, hein, puisque j'ai une cuve qui est prête à s'en servir, des choses comme ça, mais c'est la cuve que j'utilise quand j'ai vraiment beaucoup de films à développer et que toutes les autres sont déjà mouillées, quoi, voilà. Donc il faut faire attention parce que bon, les spires sont... alors ces spires-là sont les moins chers que l'on va trouver, mais si vous n'avez pas la machine, c'est inutilisable, hein, donc il faut absolument la machine pour le faire. Et puis, je ne suis pas persuadé que ça soit aussi rapide que ça. Puis je vous dis, une fois, bon, j'y suis allé plein pot, et puis mon film s'est mis en vrac, quoi. Voilà, s'est mis en vrac, voilà. Et c'est pas, voilà, quand vous faites ça, vous n'avez pas forcément envie de desquinter un film, et quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose que j'ai acheté, mais je vous le conseille pas. Voilà, je vous le conseille pas. C'est pas, et en tout cas, s'il n'y a pas la machine, c'est pas utilisable. Bon, donc du coup, je vais remettre ma spire en 24-36, ou quoique. Tac. Pof, c'est rangé. Allez hop, basta. Une autre spire qui est intéressante pour la série 2500 et qui, elle seule, peut justifier le choix de la 2500 plutôt que de la série 1500, c'est que on a des spires pour développer les plans films. Voilà, on a des spires pour développer les plans films. Alors c'est la spire, ça doit être 2509, je pense, ou un truc comme ça. Et cette spire a existé en deux versions. Donc là, on a l'ancienne version et elle a existé dans une nouvelle version que je cherche. Voilà. Et ça, c'est la nouvelle version. Voilà. Alors, qu'est-ce qui différencie l'ancienne version et la nouvelle version? C'est la possibilité d'utiliser ces pièces noires supplémentaires, additionnelles, de manière systématique. Et encore, je suis même pas sûr, parce que je suis en train de m'apercevoir que ça repose sur un cran qui est déjà sur l'ancienne. Voilà. Et le but de ces arrêtoirs en plastique est de bien maintenir les plans films. Alors je regarde parce que, oui, c'est ça. Non, si, c'est bon. Non, non, elles peuvent les deux les utiliser, mais simplement avec la nouvelle spire, ça s'est fourni avec. Alors il y en a un pour le 4.5, il y en a un pour le 9-12. Voilà. C'est une spire à plusieurs comment ça s'appelle, à plusieurs réglages, hein, comme d'habitude. Voilà, donc la spire. Et puis, on a le même principe que pour les autres. Donc, on a trois crans. Donc là, c'est le cran pour le 4.5 et pour le 9-12. Voilà, 4.5, 9-12. Voilà. Et on a même un cran pour le 6.9, pour les plans films 6.9. Dans les plans films 6.9, je vous ai rappelé, donc pour chaque dimension de plan film, il y a une dimension européenne et une dimension américaine. Donc par exemple pour le 4.5 pouces, ça fait 10 cm, 12,5, c'est le format américain, et puis on a le format 9-12 cm, qui fait 9 cm par 12 cm. On a le 5-7 et on a le 13-18 cm, et on a le 8-10, qui fait format 20-25, et le format européen, c'est 18 par 24 cm. Voilà. Et en 6.9, il y en a un qui fait 6,5 par 9 et l'autre qui doit faire 6 par 9 ou quelque chose comme ça. Il y a pareil, il y a deux formats différents. Mais je ne les connais pas par cœur et j'ai un doute sur le 6.9. Enfin, je sais qu'il y a deux formats. Par contre, je suis sûr qu'il y a deux formats différents. Et donc, il faut faire attention à ça. Et donc, là, du coup, mais celle-là, je pense que la différence est suffisamment faible pour que ça prenne les deux formats identiques. Voilà. Et donc, on règle sa spire, bien sûr, en plein jour, avant ça. Alors, normalement, comme pour les autres, il y a un appareil qui sert à charger les plans films. Moi, personnellement, je ne l'ai pas et j'ai toujours réussi à charger mes spires sans l'appareil. Avec les spires squelettes, là, l'appareil est indispensable. Pour mettre les plans films dans celle-là, moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas forcément
pas forcément indispensable. Voilà. Et donc du coup, alors bien sûr, il y a des gens qui vont expliquer que c'est de la merde, il y a des gens qui vont expliquer que c'est merveilleux, des choses comme ça, pour développer les plans films. Moi, personnellement, bon, j'ai plusieurs solutions pour développer les plans films 4.5. J'ai les combi-plans, qui est une autre cuve. Alors, les combi-plans, je ne sais pas où elles sont rangées, là, du coup. Alors, je ne sais pas si je ferai une vidéo sur les combi-plans un jour, mais c'est pas évident. Donc, j'ai les combi-plans, j'ai le système Jobo, et j'ai déjà utilisé ce qu'on appelle des cadres. Donc des cadres, ce sont des pièces métalliques en inox. On glisse le film dedans et puis ça s'utilise avec des cuves verticales à ciel ouvert. Donc on développe dans le noir parce qu'il n'y a pas de bouchon, c'est pas par retournement. On sort ces châssis, on les rentre, et ainsi de suite. Voilà. On sort ces cadres et on les rentre. Les cadres sont pas mal parce que ça évite le plan film est le moins manipulé. Par contre, vous développez dans le noir, parce que c'est pas plein jour. Voilà. Bon, enfin, bref. Donc voilà le gros intérêt de la série 2500, c'est de pouvoir faire du plan film. Voilà. Et grosso modo, au jour d'aujourd'hui, j'ai abandonné le développement 120-135 dans les séries 2500, mais je les garde pour le 4.5. Voilà. Alors, comme d'habitude chez Jobo, on a les cuves de base. Alors, vous m'excuserez pour la poussière, hein, mais ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de 4.5. Voilà, donc on a les cuves de base. Il fait la mise au point. Voilà, tac. Donc là, c'est la 25-21, voilà. Et puis on a la rallonge. Et là, c'est une 25-60. Et on va retrouver décrit dessus tout un tas de choses. Alors voilà, donc dans la 25, dans la 25, dans la 25-21, donc dans le petit module, je peux mettre 2 spires 135, je peux mettre une spire 120, et puis je peux mettre une spire 4.5. Voilà. Et donc du coup, si j'utilise, alors c'est là où je dis voilà, donc si j'utilise ce truc-là, je peux mettre 4 films 36 poses. 4 films 135, 24-36, 36 poses. Je peux mettre 2 films. Mais si j'utilise des spires comme ça, je ne peux mettre qu'un film par spire. Voilà, donc c'est bien 2 films. Si je veux faire du 72 vues, parce qu'autrefois il y avait des films qui faisaient 72 vues, hein, ça n'existe plus, là, sur ces spires-là, je peux mettre un film de 72 vues sur une spire. Voilà. Les films 120, quand je peux mettre qu'une seule spire, je peux mettre, y compris sur celle-là, je peux mettre 2 films. Alors sur celle-là, je pourrais en mettre 4, mais il faudrait que je les scotche bout à bout. Voilà, parce que le système d'arrêtoir ne permet, sur ces spires-là, le système d'arrêtoir, il n'y a qu'un seul système d'arrêtoir, mais elles sont suffisamment longues pour mettre jusqu'à 4 films. Mais il faudrait les scotcher bout à bout et les bobiner comme un seul film, 4 fois plus long, c'est tout. Voilà. Ça commence à être de la haute voltige et je trouve que c'est prendre beaucoup de risques. Voilà. Comme je peux toujours mettre qu'une seule spire de 120, une spire 6.6 dedans, bon je peux mettre que 2 films 120 ou 2 films de 120. Alors 2 films de 120, je pense que c'est pour celle-là, c'est pas pour celle-là. Et puis après, pour les plans films, alors ce sont les spires à plan film, ce sont des spires pour 6 plans films. Mais Jobo recommande de ne pas utiliser la rainure du milieu et de mettre intérieur-extérieur, mais pas la rainure du milieu, donc du coup limite à 4 plans films. Moi personnellement, j'ai déjà mis 6 plans films, enfin avant de lire ça, je mettais 6 plans films tout le temps et j'ai jamais eu beaucoup de problèmes.
il y a une rallonge, donc je vous dis 25-60, là, 25-60, et donc du coup, cette rallonge me permet de rajouter des spires. Par exemple, je peux rajouter, donc j'avais déjà 2 spires 36 pouces, je peux rajouter 6 spires en plus. Voilà, donc je passe à 8 spires. Et pareil, en spire 120, donc je peux en mettre 4 et 1, 5. Voilà, je peux mettre 5 spires 120, et donc éventuellement 10 films 120 en même temps. Voilà. Avec bien sûr des quantités de chimie, donc on a 270 millilitres et 730. Voilà, 270 millilitres et 730. Alors, je fais la mise au point. 210 millilitres et 730. Ça, c'est par rotation. Et puis, par retournement, donc 730 mg. Et puis là, c'est de mémoire, je n'ai pas de mémoire, 560 et 1500. Donc, grosso modo, si vous voulez faire ça en rotation, vous avez 2 litres de chimie. 2 litres de chimie. Ces volumes qui sont donnés sont des volumes minimums pour qu'il y ait assez de liquide pour mouiller correctement les films sur les spires. Ça n'est en aucun cas l'indication de la quantité de chimie à mettre pour être sûr que les films soient développés correctement. Voilà, je m'explique, parce que, bon, le 270 ml de chimie pour développer jusqu'à 4 films 36 poses, il n'y aura pas assez de perlimpinpin pour développer correctement les films. Donc il va falloir ajuster les concentrations pour que ça développe correctement, pour qu'il y ait assez de perlimpinpin. Alors j'ai du perlimpinpin, c'est du génol, d'hydroquinone, des choses comme ça, pour développer correctement. Ça, je vous renvoie sur les films, sur les vidéos du cours, sur l'argentique. Voilà. C'est-à-dire que dans un film, il y a une certaine quantité d'argent, de sel d'argent sensible à la lumière, et que pour les développer, il faut une certaine quantité de principe actif, ce que j'appelle le perlimpinpin. Et donc, votre révélateur, et là c'est très difficile de parler parce que ça dépend du révélateur que vous avez utilisé, va peut-être avoir par centimètre cube qu'une quantité de centimètre cube concentré, que la capacité de développer une certaine surface, une certaine quantité de film. Voilà. Donc, et c'est pour ça que je dis, quand vous développez, si vous êtes habitué à développer 2 films par 2 films, ou 4 films par 4 films, quand le jour où vous allez changer cette habitude en plus ou en moins, vous risquez d'avoir une surprise, pas forcément agréable, de vous apercevoir que le bain de révélateur que vous utilisez à la concentration que vous l'utilisez est capable, dans le temps que vous lui donnez et le volume que vous lui donnez dans la cuve, que de développer une certaine quantité de film. Voilà. Donc ce sont des volumes qui sont faits pour être sûr que le film soit correctement trempé dans la chimie, mais à vous de vous assurer que le révélateur que vous utilisez est assez costaud, est assez a assez de réserve d'éléments, de principes actifs pour développer correctement vos films. Voilà. Et ça, il n'y a que l'expérience qui vous prouvera que vous avez raison, vous avez réussi ou pas. Alors, c'est un truc dont je n'ai pas parlé, mais quand on fait la mise en spire, donc moi je vous expliquais, bon, quand je faisais la mise en spire, d'une manière générale, je sors mon film du canister, je sors mon film du papier, des choses comme ça, j'enlève le papier, j'enlève le canister, j'enlève la bobine d'extrémité, voilà. Alors, je vous rappelle, je vous renvoie ça, c'est la vidéo sur les Patterson, voilà, où j'expliquais que ça c'est un bout de film, d'extrémité de film qui a été développé, donc comme ça a été développé, alors j'ai tiré les rideaux parce qu'il y a le soleil qui commence à s'inviter. Voilà, donc ça c'est l'extrémité d'un film relais.
hein, avec son extrémité, voilà. Alors ça, je le mets dans la spire, donc ça c'est développé. Par contre, le bout de la languette, une fois que j'ai fini de le bobiner dans la spire, je coupe le bout de languette et je récupère le bout de la languette. Et le bout de la languette, qu'est-ce que j'en fais? Comme je développe par rotation, je le mets dans l'entonnoir. Je le mets dans l'entonnoir. Alors, le bout de la languette, j'en découpe une petite bande de 4 mm qui me permet de tester l'efficacité de mon fixateur. Voilà. Et le reste, je le mets dans l'entonnoir. Et donc, ça tourne. Et comme ça tourne, ça voit le révélateur. Et avant de vider mon révélateur, je sors ma bout de languette. Je regarde à la lumière si mon bout de languette est bien noir comme il faut. Et avant de jeter mon révélateur. Parce que si au bout du temps imparti, alors c'est pareil, c'est quelque chose qui s'éduque, qui s'apprend et qui s'étalonne soi-même. Voilà, donc j'ai l'habitude de voir, oui, bon, ça va, c'est assez noir, ça va, je suis content. La languette a vu plein de lumière, donc elle doit être noire, noire, noire. Dans cette phase de développement, elle n'est pas noire, 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 noire. Elle est gris, très, très, très foncé, mais elle n'est pas noire, noire, noire. On voit le filament de l'ampoule à travers. On voit le filament de l'ampoule à travers. Par contre, si c'est gris clair, c'est que mon révélateur il a un problème. Donc je continue à tourner, je rajoute 3 minutes. Ça m'est arrivé de refaire un révélateur. Ça m'est arrivé une fois de dire ah ben non, mon révélateur est foutu. J'en ai repris, j'en ai refait un, et puis j'ai recommencé 20 minutes, et puis après c'était bon, et puis voilà quoi. Et donc ça permet de sauver un développement avant qu'il soit trop tard, parce qu'à partir du moment où vous avez mis le bas d'arrêt, le révélateur ne fonctionnera plus jamais. Voilà, ne fonctionnera plus jamais. Et ça me permet de tester, et le petit bout de languette de 4 mm, je le mets au bout un forceps, c'est une pince chirurgicale que j'ai trouvée dans une brocante, un truc en inox, et puis je trempe ça dans mon fixateur, et puis je regarde le temps qu'il met, donc avant le révélateur, hein, le bout de languette vierge, je le mets dans le fixateur, et puis ça me permet de tester mon fixateur. Si mon film devient transparent en 2 minutes, 3 minutes, c'est bon, mon fixateur il est bon. Voilà. Je sais que mon fixateur il est bon. Donc ce qui m'a permis, en faisant ça, de garder des fixateurs bien au-delà de ce que de ce qu'on me disait dans les brochures et des choses comme ça sur la vie et la survie des fixateurs. Voilà. Donc c'est pas une question d'économie, c'est une question de être sûr que le bain que j'utilise va être bon. Voilà. Et puis s'il n'est pas bon, j'ai toujours un coup d'avance pour le fixateur. Donc, comme je teste mon fixateur alors que le révélateur est en train de tourner, si mon fixateur n'est pas bon, je reprends un bidon, je reprends un sachet de poudre et je me refais un bain de fixateur. Vous voyez ce que je veux dire? Le but n'est pas de faire des économies, le but est de pouvoir réagir suffisamment tôt pour faire un bain neuf de fixateur. Voilà. Au prix où coûte le fixateur, on s'en fout. C'est pas... Mais l'important, c'est d'en avoir toujours une dosette d'avance. Alors moi, j'utilise du fixateur en poudre, donc ça se conserve sans souci, mais d'avoir une dosette d'avance en permanence. Voilà. Parce que si votre fixateur est foutu et que vous n'avez pas d'avance, bah, vous faites quoi avec vos films qui sont déjà dans le révélateur? Vous voyez ce que je veux dire? On peut tester le fixateur avant de... C'est pas faux. Mais bon, voilà quoi. On va pas jeter un produit qui... D'abord, on ne le jette pas, parce que ça sera mis au recyclage, donc on ne le jette pas. Donc si le fixateur est foutu, bah, je le remets dans le bidon, et puis j'en prépare un autre, et ainsi de suite. Cette méthode-là m'a permis de sauver un problème de révélateur une fois. Voilà. Et puis le fixateur, non, ça m'est jamais arrivé. Voilà. Alors le fixateur, il est donné pour genre 5 minutes, 10 minutes, mais je fais tourner autant que le révélateur. Voilà. Et alors, donc ça c'est pour le film
135, hein, puisqu'il y a le bout de languette qu'on récupère, donc c'est gratuit. Et pour le film 120 ou les plans films, alors pour les plans films, j'ai carrément sacrifié un plan film, et puis je découpe un bout de plan film que je mets dans l'entonnoir. Et puis pour le film 120, j'ai eu une fois un problème de... Le film 120 s'est décroché du papier lors du chargement, donc le film a été foutu, et ben j'ai gardé mon film, et puis je découpe un bout de film dedans que je mets dans l'entonnoir, quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose que je fais systématiquement lors de mes développements, et ça marche très très bien, et j'ai aucun souci. Bon, je m'aperçois que j'ai oublié de dire quelque chose. Donc oui, il y a les... Alors c'est pareil, chez... comment ça s'appelle chez Jobo dans la série 2500, il y a les cuves film, originellement film, et les cuves originellement papier. Voilà. Et donc, on va retrouver comment ça s'appelle, autocollants dessus, mais ce sont les mêmes choses, ce sont exactement les mêmes cuves. Donc là, on a la 2820 et la 2840. Voilà. Donc on a la 2820. Alors, j'essaie de choper l'autofocus. Vas-y, fais les mises au point, Coco. Vas-y, vas-y, tu peux. Voilà. Donc on a la 2820, qui est la même que la 2521, hein, mais elle est faite pour film. Et on a et on a la 2840 qui elle est faite pour papier, mais c'est une rallonge, voilà. Et donc du coup on a des gravures, on a des gravures, on n'a pas des gravures, on a des indications de volume et de volume et de quantité de surface sensible que l'on peut mettre dedans qui sont différentes, voilà. Donc là on va vous parler de plans film 5-7, 13-18, 18-24, 20-25, 24-30, 28-35, 20-40. Et puis pour 120 millilitres, ça c'est dans la rallonge. Voilà, ça c'est dans la rallonge. Donc c'est le tableau, ce que je vous ai lu, c'est le tableau qui est là. Voilà, ça c'est la rallonge. Et puis pour l'autre, pour 50 millilitres, on peut mettre 2,9-13. Voilà, 2,9-13. Alors, comme d'habitude, hein, c'est une... Alors, les cuves, quand je dis elles sont identiques, c'est pas tout à fait vrai. Les cuves film sont à bord lisse à l'intérieur, alors que les cuves pour les plans film, donc ça c'est une deuxième cuve, voilà, donc elles sont à bord crénelé, voilà. Donc on voit les cannures dedans. Alors, j'essaye de choper, voilà, on voit les cannelures dedans, choses comme ça. Alors, ça veut dire que quand on met la rallonge, si on veut utiliser les cannelures, il faut synchroniser les cannelures, hein. Il faut synchroniser les cannelures, parce que sinon ça marche pas. Bon, et donc il y a des cannelures dedans, puis vous mettez votre film dedans, comme ça. Et bien sûr, si vous voulez, et bien sûr, il y avait un gobelet avec, voilà. Alors moi, le gobelet, je sais même pas où il est, parce que je m'en sers pas pour ça, mais puis j'ai racheté des axes, voilà, et j'ai transformé ma cuve papier en une cuve film, voilà, et j'ai mis un entonnoir, j'ai pris, enfin quand j'ai acheté l'eau, il y avait ça. Il y avait ça avec. Et bon, comme je vous disais, bon, voilà, donc j'ai deux bouchons COG pour si un jour je mets en route mes machines Jobo. Voilà. Et donc là, et on a le trou derrière pour mettre l'aimant, voilà, avec les 4 plots comme la 1500. Et puis on a la possibilité de mettre le coq dessus. Et moi, ça, je fais tourner ça sur mon Rotoku à elle. Et donc, si on les met côte-côte, donc là, on a une série 25-21, 25-60, et puis la série 28-20 et 28-40. Voilà. Bah, alors, je sais pas comment je vais faire ça. Voilà. Tac, c'est exactement les mêmes longueurs, les mêmes trucs, c'est les mêmes fonds, ainsi de suite. Donc c'est juste des autocollants qui changent, et puis comment c'est livré, avec ou non les, comment ça s'appelle, avec ou non
L'axe, voilà. Et je suis en train de regarder, et oui, c'est bien ce que je pensais. Ces deux-là ont les cris de mur intérieur, alors que ce sont des 25. Par contre, la Multitank 5, je ne vais pas dire de bêtises. Voilà, donc, mais c'est peut-être les deux mêmes que j'ai. 25-53, oui, les 25-53, l'intérieur est lisse. Voilà, la 25-53, l'intérieur est tout lisse, voilà. Il y a toujours le fond pour mettre le bazar, et c'est la 25-53. Alors attendez, je commence à... Hop. Et la 25-53. Voilà. Vas-y. Voilà, 25-53. Voilà. Et donc la multitank, donc si on met des... Alors la multitank et la... Alors qu'est-ce qui se passe? Tac, tac, oui, si c'est bon. Et la multitank... la multitank 5, donc il y a les trois références des spires que je vous ai montrées, donc 2502, 2501 et 2509. Et sur le tableau, eh bien, on voit le nombre de films que l'on peut mettre. Voilà. Comme d'habitude, hein, si vous cliquez sur l'image, ça arrête et ça redémarre la vidéo. Et voilà. Et donc, vous pouvez regarder le nombre de films que l'on peut mettre. Voilà. Sachant que quand il dit qu'on peut mettre 5 spires, 5 films 36 poses, ça veut dire qu'on met 5 spires. Voilà. Et c'est pour ça que dans le 25-10, la 25-1, donc c'est la spire squelette, on peut en mettre 5 ou 10. Et donc ce qu'il faut regarder, donc c'est la ligne du bas. Vous voyez, là il faut mettre 1 litre 25, 1250 millilitres. Voilà, donc il faut regarder le chiffre qui est là, voilà. Pouf, pouf. Donc, vous voyez qu'on a le même volume pour toutes les configurations, sauf avec l'Aspire 2501 quand on met 2 films 36 poses par spire. Voilà. Et donc là, ça veut dire qu'on se rapproche de l'axe. Voilà. Voilà. Et donc du coup, on s'aperçoit que grosso modo, on a des volumes de chimie qui varient entre 640 et 730 millilitres pour une utilisation en périphérie de la spire. Et quand on va aller jusqu'à l'axe, on monte jusqu'à 1250. Voilà. Donc avec des volumes comparables à la chimie Patterson, eh bien, on va faire, par exemple avec 640 millilitres, ben, on peut faire 5 films. Voilà. Donc quand vous avez... Alors, quand vous allez utiliser, par exemple, du Bicrophène ou des choses comme ça, où vous avez des doses pour 600 millilitres, mais là, ce ne sont pas des... Parce que, voilà. Le révélateur peut être utilisé de deux façons. Le révélateur peut être utilisé en solution réutilisable ou en bain perdu. Donc, le principe est le suivant. Vous avez un produit que vous achetez, une bouteille, un sachet de poudre, n'importe quoi, et il va y avoir une première étape où vous allez et donc vous allez l'utiliser soit en concentré, soit en solution que vous allez pouvoir réutiliser. Par exemple la poudre, vous allez pouvoir vous allez la diluer dans un certain volume, et ça va faire ce qu'on appelle la solution de stockage. Voilà. Et cette solution-là, par exemple, vous allez pouvoir l'utiliser éventuellement en bain perdu, donc, et vous allez lui rajouter de l'eau dessus, vous allez la rediluer une deuxième fois pour utiliser le bain tout de suite.
et jeter après usage unique cette solution. Ou alors vous gardez la solution stock et vous pouvez développer plusieurs films dedans. Sachant que, suivant les révélateurs, c'est toujours le problème, j'essaye d'être le plus complet possible. Donc forcément, il faut que je vois toutes les possibilités. Donc cette solution, se concentrer, va vous... Comment dire va nécessiter des temps de développement de plus en plus longs au fur et à mesure que le bain s'épuise. Alors par exemple, moi j'utilisais l'ultra fin l'ultra fin plus de chez Téténal. Alors c'est une bouteille d'1 litre de concentré que je peux diluer à 1 plus 4, 1 plus 9 ou c'est de mémoire parce que je l'ai utilisé et je ne l'utilise plus. Donc on va diluer et j'en fais 1 litre. Donc avec 1 litre de concentré, je peux faire 5 litres, 10 litres, 15 litres de révélateur réutilisable. Et ce révélateur réutilisable est capable de développer 8 à 10 films 36 poses par litre. Et donc du coup, mais les temps donnés dans les chartes, dans les modes d'emploi, ils sont pour les 2 premiers films. Et certains révélateurs, pour le film 3 et 4, c'est un peu plus long, 5, 6, encore plus long, 8, 9, encore plus long, enfin 7, 8, un peu plus long, et 9, 10, encore plus long, et après on jette. Voilà. Donc il faut lire le mode d'emploi. Chaque révélateur est particulier. Et puis il y a des révélateurs qui, eux, sont faits pour être utilisés à usage unique. Vous avez le concentré, vous avez des dilutions du genre 1 plus 30, 1 plus 50, 1 plus 100. C'est le cas du Rodinal, c'est le cas de l'ultra fin normal, pas l'ultra fin plus, et ainsi de suite. Et là, vous avez votre bouteille d'1 litre. Une bouteille d'1 litre que vous pouvez faire 1 plus 30, vous allez pouvoir faire 30 litres de révélateur. Mais par contre, votre révélateur, il n'est pas destiné à être conservé, il est destiné à être jeté à la fin du révélateur. Voilà. Alors c'est un choix, pour moi c'est pas un choix prépondérant sur le choix du révélateur. Moi je choisis le révélateur en fonction du rendu que j'obtiens sur le film. Point barre. Si il est jetable au bout d'une utilisation, il est jetable au bout d'une utilisation. Si je peux faire 10 films avec, je refais 10 films avec. Voilà. Et donc, par exemple, dans le cas de l'Ultra Fin Plus, toujours avec mon principe de je teste mon film, je teste mon révélateur et choses comme ça, malgré les problèmes d'allongement et choses comme ça, qui sont relativement faibles, je me suis aperçu que je pouvais aller de manière sereine et sans aucun souci jusqu'à 180%, donc 1,8 fois la quantité de films prescrits par Téténal. C'est pas de la radinerie, c'est simplement que je teste mon révélateur est encore bon, mon négatif sort bon, propre et tout comme ça, j'ai pas de soucis, pourquoi le jeter? Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, maintenant, donc j'ai utilisé l'Ultra Fin Plus, et là j'utilise l'Ultra Fin de Téténal, donc c'était un autre révélateur, hein, voilà. Et là, lui, il est fait pour être à usage unique. Je prends ma seringue, je prends 6 cm3, je mets dans mon 6 ou 20 cm3, je mets dans 600 ml d'eau, et puis je fais mon développement, et puis après je le jette à l'évier, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, c'est dans les modes de développement. Et dans le cas de ces cuves, il faut faire attention que on ait bien la quantité de révélateurs suffisante pour développer la quantité de film qui est dans la cuve. Voilà. Alors j'ai pas trop d'expérience avec les produits Kodak parce que je les utilise très peu. Les révélateurs Ilford, genre Microfen et choses comme ça. Alors le Microfen, j'ai utilisé ça il y a 30 ans. Mais ça existe toujours. Le Microfen est le révélateur naturel de la Ilford HP5 par exemple. Le Microfen,
il était capable, avec 600 millilitres, de développer 10 films. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas réellement un problème, ce dont je parle. Il faut vérifier que ça fonctionne, mais normalement, il n'y a pas de souci. Par contre, avec le rodinal, on peut l'utiliser avec des dilutions très très importantes. Bah, par exemple, si vous avez vu quelqu'un qui a fait ce qu'on appelle le stand développement. Donc c'est un développement sans agitation. Donc le principe, c'est on met on met le révélateur dans la cuve, on fait une agitation pour enlever les bulles d'air, pouf pouf, et on fait agir le révélateur pendant très longtemps. C'est-à-dire que les temps de révélateur sont entre 1 heure et 2 heures, voilà, grosso modo, sans agitation. Et le principe est que comme il n'y a pas d'agitation, et donc il n'y a pas de mouvement de la chimie en face de la pellicule, la chimie va s'épuiser rapidement en face des hautes lumières, alors qu'elle va s'épuiser beaucoup plus lentement en face des basses lumières. Donc les basses lumières, il n'y a pas beaucoup d'argent qui a révélé, et donc ça va agir plus longtemps sur les basses lumières que sur les hautes lumières. Et donc ça fait un effet compensateur, c'est-à-dire que ça compense le contraste en faisant monter les détails dans les ombres sans forcément cramer les hautes lumières. Voilà. Donc le stand de développement, le principe du stand de développement, c'est ça. Et donc du coup, on est avec des dilutions de 1 plus 50, 1 plus 100. Et il faut faire attention, alors avec le rodinal ça marche pas trop mal, parce que le rodinal a suffisamment même dans cette petite quantité, il y a suffisamment d'éléments pour fixer le pH pour que le révélateur fonctionne. Alors que par exemple j'ai essayé avec la cufine, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Voilà. Parce que y a le pH, l'élément qui crée le pH du bain pour que le perlimpinpin développe, il n'y en a pas assez. Voilà. Donc, j'ai foiré, j'ai fait 2-3 essais quand même avant de comprendre, et de chercher, et de trouver que c'était ça le problème. Et donc, du coup, ces quantités qui vous donnent sont les quantités minimales, mais avec un produit actif. Si vous dites, bien tiens, je vais faire du stand de développement, bon, vous voyez, les cuves, là, il n'y a même pas la... Enfin, ça contient 2 litres et demi, 2 litres et demi, 3 litres, hein, comme qui rigole. Donc, même à 1 plus 50 ou même à 1 plus 100 dans du rodinal, ça va fonctionner. Mais par contre, si vous voulez faire ça avec un autre révélateur moins vigoureux, choses comme ça, faites des essais, documentez-vous, il est possible que ça ne fonctionne pas. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la Jobo série 2500. On va se retrouver sur une vidéo qui est T010C sur les autres Jobos. Voilà. Sur ce, soyez éco hein, pour essayer, comprendre, optimiser. Faites des images. Au revoir.